Les gens plus pauvres et plus précaires préfèrent remplir leur frigo que de s'occuper de leur santé mentale. Alors c'est faux. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'action laïque Solde insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, cette thématique seront analysées au travers du prisme de la précarité. Dans ce nouveau podcast, nous allons nous interroger sur le lien qu'entretiennent la précarité et la santé mentale. Est-ce que l'une influence l'autre et inversement ? Noélie Denommerange est facilitatrice en prévention des inégalités au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. C'est aussi ce qu'on appelle une experte du vécu. On lui a demandé si ce cliché « les pauvres préfèrent remplir leur frigo que de s'occuper de leur santé mentale » lui semblait être la vérité. Alors c'est faux. Dont les gens n'ont pas les moyens déjà pour avoir de la nourriture correcte. Ils reçoivent certains des colis alimentaires, mais les colis alimentaires ne sont pas du tout top. Des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qui sont grasses, des boîtes de conserve. Voilà, on ne leur demande pas spécialement ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas du tout de la nourriture de qualité. Et alors, si on n'a déjà pas de l'argent pour s'acheter de la nourriture de qualité et de choix aussi, on n'a pas non plus d'argent pour se soigner, pour aller voir un médecin, pour avoir un traitement. Et voilà, c'est fou, cette phrase-là. Noélie, qu'est-ce qui peut être un frein pour consulter un service psychiatrique ? La honte, pas la tête à ça, la peur, l'accès peut-être, ou un petit peu tout ? C'est un mélange de tout. Donc déjà l'argent, le manque d'argent. Quand on a une petite pension, quand on a sur la mutuelle, le CPS, même les travailleurs, parce qu'il y en a qui ont des petits salaires aussi, on n'a pas spécialement d'argent parce qu'on a un loyer. Les loyers sont hyper chers. Et alors, on paye souvent un loyer pour ne pas être dehors. Donc on n'a pas d'argent pour les aliments. Et puis il y a aussi la honte de dire qu'on n'est pas bien dans sa tête, parce qu'on est aussi dans une société qu'il faut toujours être au top. Et alors, et quand on est dans la précarité, c'est très difficile d'aller à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a la santé qui se dégrade, il y a peut-être une perte de dents, on ne sait pas non plus s'habiller, on n'a pas spécialement... Par exemple, si on a un logement insalubre, faire sécher les vêtements dans de l'humidité, on a des réflexions qu'on sent mauvais. Et alors, donc, il y a tout un tout. C'est difficile de demander de l'aide quand on est dans une précarité. Noélie, parle-nous de ton vécu. Quel est ton travail exactement ? Moi, je suis une maman solo. Donc, j'ai élevé 2 enfants, maintenant qui sont grandes et ça se passe bien. Mais bon, j'ai eu un combat à faire. Non seulement parce que je suis la maman seule, mais aussi par ma couleur de peau. Alors moi je suis adoptée, mais bon, les gens dans la rue ne savent pas que je suis adoptée, ils voient que ma couleur de peau. Ça veut dire toutes les difficultés pour trouver un logement correct, un travail aussi, parce qu'il y a pas mal de portes qui se ferment. Et alors, et c'est pas parce qu'on a un travail qu'on sort de la pauvreté, parce qu'il y a plein de boulots où on a des petits salaires. Et alors, et c'est les étiquettes qu'on nous colle. Dans ces étiquettes, moi, je ne me résume pas à cette couleur de peau. Je suis une personne entière. Mais toutes ces étiquettes nous font perdre confiance en soi. On n'a plus d'estime. Et alors, pour ne pas subir des reproches, pour ne pas subir des engueulades, du mépris et tout, moi, c'est vrai, j'ai choisi souvent l'invisibilité. Donc, ça veut dire que si je deviens invisible, j'aurai moins peur de déranger. Mais si on choisit aussi l'invisibilité, c'est aussi renoncer aux droits. Donc moi, j'ai préféré renoncer à mes droits pour ne pas être jugée. Noélie, parle-nous de ta rencontre avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté et tes premières impressions quand tu es arrivée dans l'équipe. Oui, donc du coup, moi, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Au départ, je suis péricultrice, mais bon, péricultrice, on sait que c'est pas facile non plus pour trouver, malgré qu'il manque des crèches. Et alors, j'ai fait un peu de tout. J'ai accepté toujours plein de boulots en fonction de... pour pouvoir survivre, élever mes enfants. Maintenant, c'était souvent des contrats précaires. Et alors, par rencontre et tout,
Je suis arrivée au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, pas en travaillant, mais pour construire des lanternes pour le 17 octobre. Et alors, de fil en aiguille, je suis devenue militante. Et puis un jour, il y a une place qui s'est libérée, enfin qui a été créée plutôt, et alors qui s'appelle facilitatrice en prévention des inégalités. Donc, je me suis présentée et donc, du coup, voilà, j'ai été engagée. C'est quoi une facilitatrice ? Facilitatrice, ça veut dire qu'on ne m'a pas engagée par rapport à mon diplôme, loin de là, mais par contre par mon expertise de vie. Donc, du coup, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu qui font que je peux avoir un bagage. Et alors, quand je rencontre quelqu'un, je peux dire, tiens, ça je connais, parce que moi je l'ai vécu moi-même. Donc on est plusieurs facilitateurs en prévention des inégalités au réseau, avec des vécus chacun différents, et on travaille sur des matières aussi différentes. Alors moi je travaille sur la matière de l'emploi. Alors avec tout ce qui se passe pour le moment, on veut arrêter le chômage après 2 ans. Donc c'est un combat qui va être difficile parce qu'on dit que les chômeurs sont fainéants, mais ils ne sont pas du tout fainéants. Et donc voilà, là aussi, on nous colle des étiquettes. Moi-même, j'ai été dans ce parcours-là où j'ai été au chômage. Et voilà, c'est pas facile parce que moi, il y a des portes qui se sont fermées rien que pour ma couleur de peau. On m'a déjà dit sur le curriculum vitae, ne mets pas ta photo. Si on voit que tu es noir, tout de suite, tu iras à la poubelle. Donc, c'est des mots qui sont difficiles à entendre. Et alors, moi, par rapport à mon boulot, j'ai fait des interviews. Donc, je suis allée à la rencontre de personnes, justement, sur le parcours des demandeurs d'emploi. Et on se rend compte qu'il y en a plein qui sont éjectés, finalement, tout simplement parce qu'il y a l'orientation sexuelle, il y a la couleur de peau, il y a les noms de famille de consonance étrangère, il y a, parce qu'on est une femme. Souvent, les femmes, on leur propose plus des mi-temps aussi. Alors, il y a aussi par rapport à l'habit. Donc, par exemple, les femmes qui sont voilées ont beaucoup moins de chances aussi d'avoir une place. Il y a tous les problèmes de mobilité. Parce que si on a un travail, il faut être sûr d'avoir quelque chose. Tout le monde n'a pas sa voiture, ni le permis, ce qui est cher aussi, d'avoir sa propre voiture. Mais bon, il y a surtout dans les endroits un peu plus ruraux, la mobilité, on la connaît. C'est catastrophique finalement. Donc trouver dans des emplois, c'est hyper compliqué. Et donc voilà, mais coller des étiquettes aux personnes en disant « vous ne faites pas d'efforts, vous ne faites pas ceci », ça ne va pas non plus aider parce que la personne va se croire incapable et en même temps, elle est jugée par la société qui finalement, c'est pas ça. Les gens ne sont pas chômeurs par gaieté de cœur, par choix. Parfois, il y a plein de circonstances qui font qu'on peut être chômeur, on perd un emploi, mais c'est pas facile de se reconstruire après un emploi. On a fait un burn-out par rapport aussi à un travail, il faut aussi tout ça pour se reconstruire. On est bloqué aussi. Par exemple, moi, j'ai fait des études professionnelles. C'est difficile d'aller dire tiens, moi, j'ai envie de ça, parce qu'on nous bloque en disant par rapport à nos études, nos formations. Donc voilà, c'est vraiment un combat qui va être difficile, mais qu'il faut mener. Et alors, je travaille aussi sur la digitalisation. Donc, on se rend compte, évidemment, qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Donc, on dit que les jeunes vont s'en sortir, mais on a bien remarqué que non. Ils ont aussi difficile. Ils sont super doués sur les réseaux sociaux, mais pour le reste, c'est compliqué. Et alors, et on voit toutes les difficultés avec les banques qui ferment, les personnes âgées qui ne sont pas aidées. Il y a une grosse partie de la population qui est finalement en difficulté avec la digitalisation. Et donc, voilà, on dit que c'est vraiment l'humain qui doit rester au centre de tout. Donc, on ne pourra pas arrêter, évidemment, la digitalisation, les ordinateurs, l'utilisation. Mais en tout cas, il faut rester vraiment... avoir un contact humain, et ça, c'est quand même le plus important pour aider tout le monde. En parlant de liens sociaux, pourquoi est-ce que trouver une véritable écoute est si important de nos jours ? Oui, ça, c'est évidemment, avoir la gratuité, c'est quelque chose d'important. Maintenant, c'est aussi pouvoir aider les personnes qui sont dans cette situation, parce que donner une information, c'est une chose, mais accompagner une personne, c'est autre chose. Dans le réseau, par exemple, on a des facilitateurs en santé, engagés, et ces personnes qui vont à domicile chez les personnes
et qui vont les accompagner. Et ce n'est pas spécialement le problème de santé qui est toujours là. Sous le problème, il y a le logement qui est insalubre, il y a l'estime de soi, il y a la peur, surtout aussi, de franchir la porte, de franchir les portes, parce que tout ce qui est administratif, c'est compliqué aussi. C'est jamais des choses très simples, finalement. Et alors, avoir des droits, il faut vraiment un accompagnement. Alors, c'est vrai que beaucoup d'ASBL sont là pour aider. Au réseau, on a quand même pas mal aussi de personnes qui sont très aidantes. On peut téléphoner et tout ça. Mais il faut vraiment... Je ne vais pas dire tenir la main aux gens, mais il faut qu'ils retrouvent une confiance en eux. Et tant qu'ils n'ont pas cette confiance en eux, les portes, elles ne peuvent pas s'ouvrir. Il faut qu'on redonne la place à ces personnes-là dans la société en disant qu'elles comptent, que leur avis compte, que leur personne compte. Et finalement, c'est souvent ça. À un moment, on a tellement d'humiliation, on a tellement de peur, on a tellement des angoisses, qu'on s'enferme petit à petit et on sort de la société et on s'enferme dans son monde à soi. Et ça, c'est ça le plus compliqué, c'est pouvoir sortir les gens. Est-ce que les choses s'empirent selon toi ? Oui, moi je trouve, ça s'empire déjà avec le confinement. On a quand même pu remarquer que tout cet isolement-là qui a mis plein de gens en difficulté, et on a eu aussi les inondations, on a eu aussi toutes les factures d'énergie qui ont mené des situations catastrophiques à plein de gens. Alors oui, il y a plein de gens qui sont en précarité et il y a plein de gens qui risquent encore de tomber encore plus. Donc voilà, moi je vois... On le voit aussi malheureusement avec toutes les personnes qui sont dans la rue. Il y en a de plus en plus aussi, et ce sont des familles même, des femmes, des hommes et tout. On voit cette situation-là qui est catastrophique, de personnes qui sont dans la rue. Mais ce n'est pas parce que non plus on a une maison qu'on est bien aussi dans sa maison. Il y a tellement de gens qui sont mal dans des logements insalubres, des logements vraiment... que c'est compliqué quand nous on a des personnes qui nous disent je n'ai pas d'eau chaude chez moi, je n'ai pas de chauffage, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ces conditions-là? Donc voilà, c'est une lutte incessante, c'est une lutte de chaque heure, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Comment être heureux aujourd'hui si autant de gens sont malheureux autour de nous? Est-ce que c'est possible ça? Nous, par exemple, au réseau, on accueille des personnes qui ont vécu ou qui vivent encore, malheureusement, toutes les difficultés de la précarité. On les appelle les témoins du vécu militant. Et c'est fou ce qu'ils peuvent nous apporter, justement, par leur information. Et ce sont des voix, ce sont des paroles, ce sont des gens à écouter parce qu'ils vont nous donner un plus dans notre travail, une richesse extraordinaire. Et alors, et c'est vrai que de travailler, je fais beaucoup de travaux en groupe avec eux, et parfois c'est même épatant parce qu'on se dit, mais ils ont une galère, ils ont ceci, mais ils ont encore ce sourire, cette envie de se battre, de combattre toutes ces injustices. Et alors, on sort toujours grandi. Dans le podcast suivant, nous irons sur le terrain à la rencontre des experts et des travailleurs sociaux qui œuvrent pour rendre dignité et meilleure écoute aux plus démunis. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.